Bougez pas ma team Jeannot, je teste un nouveau code. C'est pas mal, j'aime bien, ça change un peu. Oui bah écoutez, j'ai besoin de fraîcheur en ce moment. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager quelques réflexions sur mon rapport au travail. Il y a quelques jours, j'ai quitté enfin mon CDI, c'est une décision qui a pris du temps. Aussi bien de mon côté que celui de l'employeur, j'avais vraiment une très grande valeur ajoutée. C'est faux, il fallait surtout quelqu'un pour me remplacer et j'avais un préavis assez long. C'est dur hein, de pas se sentir spécial. Mais ce cheminement, il s'est fait notamment grâce à plusieurs lectures dont j'avais envie de vous parler. Ça fait maintenant plus de 5 ans, même carrément bientôt 6 que j'anime cette chaîne YouTube. Si vous êtes là depuis les débuts, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera trop plaisir de vous lire. Et en fait, cette chaîne YouTube et mon activité sur les réseaux sociaux, pendant très longtemps, je l'ai vu comme un à côté. C'est quelque chose que je faisais à côté de mes études et depuis 3 ans, quand je suis rentrée dans la fameuse vie active, c'est un truc que je faisais à côté de mon boulot. Ça faisait de sacrées semaines, oui. C'est fou que j'ai pas fait de burn-out quand même. Pendant longtemps, moi j'aimais bien l'idée de travailler en entreprise, d'être un peu cette corporate girl. Ça me parlait, voilà, je trouvais ça cool d'avoir le petit salaire qui tombe à la fin du mois. C'était confortable. Moi ça m'allait tout à fait, j'adore le confort. Malheureusement, j'ai assez vite déchanté du monde du travail et l'un des premiers livres que j'ai lu sur ce sujet et qui résumait pas mal de mes pensées, c'est La comédie inhumaine de Nicolas Bouzou et Juliette Funès. Et c'est un moment où je réfléchissais déjà à quitter un poste, en CDI d'ailleurs. C'est fou quand même parce que pour tous les postes que j'ai occupés, en général, au bout d'un an, voire un peu moins que ça, j'étais en mode oh, c'est sympa mais si on allait voir ailleurs. Et en fait ce livre il parle de toute l'absurdité du monde du travail où aujourd'hui la santé au travail on en parle de plus en plus, le bien-être, et pour autant en fait ce qui est fait dans les entreprises ça règle pas toujours le fond du problème. C'est-à-dire que ouais, on va avoir des baby-foot à la cafette, j'en suis la première ravie, on va avoir des séances de méditation, des journées bien-être. C'est-à-dire que je me souviens quand même d'une fois où je devais filmer une fameuse journée bien-être dans une entreprise pour montrer à quel point ouais, l'employeur il faisait des trucs fous pour aider les employés, les collaborateurs, même comme on dit vraiment ce mot. Oh là là, je ne peux pas. Et il y avait tellement personne à cette journée du bien-être que j'ai dû à la fois filmer et être filmée. Je me suis filmée moi-même en train de faire des exercices de yoga, c'était fou. Et ce livre, il explique ça justement, qu'il y a plein d'employés qui n'ont pas les choses dont ils auraient réellement besoin, genre de la reconnaissance, des outils performants. Moi, je sais que dans tous mes tafs, j'ai eu besoin de faire de la vidéo et donc du montage. Et il y a des fois où j'ai dû vraiment me bagarrer pour avoir des ordinateurs qui étaient efficaces pour pouvoir faire ce fameux montage, à savoir juste mes tâches quotidiennes, mon travail en fait. Finalement, déjà pas très envie de le faire, donc si en plus il faut se battre pour le faire, non, c'est trop pour votre Jeannot. Hein. Dans le livre, on aborde aussi la question de la confiance qui manque dans certaines entreprises, où justement on va avoir des process à plusieurs étages avec des validations qui vont alourdir les choses et où on fait pas assez confiance aux gens. Peut-être que j'ai un petit problème avec l'autorité, c'est tout à fait possible, mais je sais que moi ça me rendait folle de juste qu'on me laisse pas faire mon taf un peu tranquille. Pour moi, quelqu'un qui te manage, c'est quelqu'un qui te guide, quoi, qui te montre un peu le chemin et qui t'aide à évoluer dans le bon sens, où t'apprends des trucs. C'est pas juste quelqu'un qui va te brider et vérifier tout ce que tu fais, quoi. Le livre il parle aussi du manque de liberté, on veut vraiment que tout soit uniforme, que les gens rentrent bien dans leur petite case, et notamment avec la question du télétravail. Gros sujet, hein, vraiment pendant le Covid, on était en mode ouais, révélation, le monde du travail va complètement changer, on va tous pouvoir bosser tranquillement depuis chez nous en slip. C'est pas forcément ce qui s'est passé. En tout cas, il y a encore aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui font pas spécialement confiance et où le simple fait d'avoir un jour par semaine en télétravail, il faut se bagarrer pour l'avoir. J'ai souvent bossé dans des bureaux où j'étais pas toute seule, malheureusement pas de poste à responsabilité assez importante pour avoir mon petit bureau. Et les open space, ça m'a toujours rendu mais ouf. Genre comment on se concentre dans ces cas-là, parce que c'est vrai qu'au travail, on est rarement seul. Là, c'est enfin mon cas, et quel bonheur. Et cette question du collectif, justement, c'est quelque chose qui est évoqué dans un autre livre que j'ai lu, qui s'appelle Travailler sur les autres, de Danielle Inhardt. Et elle se demande quelle est la dimension socialisatrice du travail. Elle explique que normalement, le travail, c'est quelque chose qui est censé être fédérateur, ça l'a été à un moment, et elle donne beaucoup d'exemples, et que justement, cette envie de travailler pour un but commun, et de se dire, ouais, on a fait un truc trop chouette en équipe, à la fin de la journée, t'es content, tu rentres chez toi, t'as l'impression d'avoir fait une différence, ça peut être vachement cool. Et je me souviens, j'ai déjà eu un collègue justement qui me disait ce truc de oui mais c'est important d'être sur place parce que c'est le moment pour créer du lien, parler avec les gens, apprendre à se connaître, et sur le moment ça m'a paru absurde parce que l'ambiance dans l'équipe, honnêtement, elle était éclatée. C'est pas qu'on s'appréciait pas, c'est juste on savait pas ce qu'on foutait, hein, concrètement. Parfois il y a des tafs où t'es là et t'es en mode je comprends pas la mission. Et du coup moi je me souviens, j'ai eu cette réponse un peu saoulée de mais je suis pas payée pour parler de la pluie et du beau temps en fait. Je suis trop contente si on peut bien s'entendre, s'amuser au travail, etc.
Mais ça devrait pas être ça la tâche première, ça devrait être en fait comment est-ce qu'on arrive à bosser ensemble et s'entendre ensemble, parce que justement on a une mission commune qu'on a l'impression de partager et c'est ça qui crée du lien. C'est pas d'aller parler à la machine à café. Et désolé mais Jacqueline, je m'en fous de savoir que tu es allée voir ta tante dans le Périgord ce week-end, vraiment c'est le cadet de mes soucis. Ça fait très aigri hein, dit comme ça, je m'en rends compte, c'est peut-être pour ça que je travaille seule maintenant, mais ce côté en tout cas faux et superficiel qu'on a parfois dans le monde du travail, parce que malgré tout le monde fait très attention à ce qu'il dit et à pas trop partager. En fait c'est bizarre, t'es toujours un peu sur tes gardes, genre il faut parler un peu de ta vie mais pas trop parce que sinon ça peut être utilisé contre toi et machin. Et donc en fait je pense que c'est difficile d'avoir l'impression qu'on partage de vraies relations au travail. En tout cas moi ça a toujours été mon cas parce que bah ça reste dans le cadre du travail. Au début quand je suis entrée dans le monde du travail, le côté justement esprit d'équipe pour moi c'était hyper important. Je viens d'une famille de 6 donc j'ai conscience que parfois tu donnes un peu plus, tu fais plus de corvées le week-end parce qu'il faut que ce soit fait, parce que c'est plus agréable après dans la maison pour tout le monde. Et du coup dans le travail j'étais un peu comme ça, bah prendre un peu plus de charge et de me dire ok c'est pas grave, c'est pour le bien de l'équipe. Et en fait quand j'ai arrêté, personne me l'a rendu, c'est-à-dire que personne n'a fait ces trucs à ma place et où en fait je me suis rendu compte que ça me coûtait de ouf parce que je donnais trop. Ce livre il décrit hyper bien ce paradoxe où en fait au travail tu peux pas te scinder et en fait on te demande de donner toute ta personne. Faut que tu t'impliques à tous les niveaux, tes émotions, tes ressources et à la fois à côté de ça bah on te demande de rentrer dans une petite case. Du coup c'est très bizarre parce qu'il faut que tu montres une partie de toi mais pas tout et parfois t'as l'impression que t'es pas tout à fait ta propre version de toi. Je me suis rendu compte que je lissais beaucoup ma personne et typiquement dans le vocabulaire je parlais de manière hyper corpo quoi, très polie avec une voix un peu plus haute que la mienne pour bien paraître et machin. J'avais souvent l'impression qu'on jugeait pas seulement mon travail mais ma personne tout entière, en fait tout mon être, tout ce que je suis. Genre ça m'est arrivé dans des tafs où on me disait bon c'est bien, tu fais du bon travail mais bon t'es un peu trop timide. Mais alors Jean-Jacques si j'ai envie de boire mon café tranquille où est le problème? Et je trouve que ça n'a aucun sens parce que pour moi c'est des aspects qui jugent pas que je fasse bien mon travail ou pas. Quand j'avais un problème bah j'allais vers les autres s'il y avait besoin etc. Et pour autant bah j'aime bien être dans ma petite bulle, il n'y a pas de problème. Ce livre explique que dans le travail il y a beaucoup cette notion de sacrifice, que dans le travail on donne beaucoup et qu'on nous le rend pas forcément. Ça c'est un truc que j'ai beaucoup vécu ces derniers mois voire années et surtout la dernière fois en fait que j'ai fait mes impôts. Déjà moment pas fun mais je le fais avec de moins en moins de stress, ça c'est la bonne nouvelle. Et en fait j'ai pu compter qu'est-ce que j'avais gagné en tant que salarié et qu'est-ce que j'avais gagné avec mon auto-entreprise. J'ai gagné clairement moins avec mon auto-entreprise et pour autant bah j'ai une meilleure satisfaction. J'ai l'impression que c'est de l'argent qui a de la valeur d'une certaine manière, alors que l'argent que j'ai gagné en tant que salarié, je suis en mode, en fait c'est rien par rapport à toute l'énergie que ça m'a pris. Enfin le temps qu'on passe à parler de travail typiquement là, mais genre le nombre de fois où en fait même une fois sortie du travail, bah ça me restait en tête et j'y pensais le soir etc. Et le temps et l'énergie que j'ai essayé de mettre dans plein de mes emplois, en fait j'ai l'impression que c'est un truc qu'on m'a pas rendu. Et tout ce côté hyper superficiel du monde du travail, ça m'a fatiguée. J'ai eu souvent le sentiment de mettre du temps et de l'énergie dans des choses qui n'étaient pas des vraies connexions et en fait t'es juste là à t'écouter au travail en train de critiquer le travail de machin, de machine, enfin t'as l'impression que t'es au collège. Souvent les gens ils viennent vous ramener leurs problèmes et encore plus quand tu dis que tu t'en vas. Enfin ça c'est un truc de fou. Ou à chaque fois que j'ai dit que je partais, t'as cette période un peu chiante hein, on va dire, où tu sais que tu t'en vas mais t'as un petit préavis et t'es là en mode bonjour et parfois après les gens ils veulent plus manger avec toi. Et en fait il y a aussi ce moment où plein de gens te disent ah tu t'en vas, je comprends parce que moi ça va pas et tout etc. Et tu deviens un peu le psy de l'entreprise et t'as envie de leur dire mais n'hésitez pas à partir. Et en fait dans le travail il y a beaucoup de gens qui sont pas heureux pour plein de raisons différentes. Là je dis un truc hyper privilégié hein. Moi j'ai pu partir même si bon on verra si dans un an faudra pas reprendre un job. Et en plus on revient à ce sujet du bien-être au travail. Je trouve que le mal-être au travail c'est un truc qui est pas trop géré parce que moi ça m'est arrivé où en mode je sais pas à la fin de l'année de recevoir un petit sondage comment allez-vous dans votre travail et après on sait pas ce sondage dans quoi il finit et si vraiment l'employeur va en prendre compte ou quoi. En fait on nous demande pas vraiment comment on va parce qu'il y a ce truc de oui il y a la vie privée et il y a le travail. Mais en fait moi je suis vraiment convaincue que si dans la vie privée ça ne va pas bien, ça va forcément avoir un impact sur notre travail. Donc déjà, humainement, ça peut être bien de s'intéresser à la vie des gens, après tout en créant des limites, et voilà, je vais pas vous raconter toute ma life, mais quand il y a un truc qui ne va pas dans la vie privée de quelqu'un, forcément ça va avoir son impact dans le travail. Et si vraiment on n'a pas envie d'être très humain, mais que par contre on a envie d'être un bon manager, on sait que quand quelqu'un il se passe des trucs dans sa vie privée, il travaille moins bien, donc il est moins efficace. Donc c'est dans l'intérêt de l'entreprise finalement de prendre soin de ses employés et de vérifier qu'ils vont bien. Et ce côté justement humain,
bah moi je l'ai très peu ressenti malheureusement. Genre on est des machines, on doit être là et faire notre travail un peu bêtement. Du coup moi ça m'est arrivé de me sentir franchement assez inutile au travail et donc j'ai lu un livre sur cette thématique qui s'appelle Bullshit Jobs de David Graeber, qui n'est pas d'une qualité folle, en toute honnêteté ma team Jeannot, mais qui se pose cette question justement de qu'est-ce que c'est qu'un bullshit job, genre un peu les faux jobs qui servent à rien mais qui font bien dans l'entreprise et où ça permet d'avoir une image. Il y a un des exemples, je suis pas tout à fait d'accord, mais il en parle un petit peu sur le fait d'avoir des secrétaires à l'accueil. Mais en fait sur la totalité de son temps de travail, la secrétaire va pas forcément passer suffisamment de temps à, je sais pas, répondre aux appels, etc., dire bonjour aux gens qui arrivent dans l'entreprise, mais on a besoin de ce taf pour dire bonjour aux gens qui rentrent dans l'entreprise. Vous voyez l'idée? Je suis pas tout à fait d'accord, un taf de secrétaire se résume pas à ça. Mais en tout cas, il y a plein de boulots dans l'entreprise qui sont là juste pour rassurer le patron, quoi, parce que c'est des jobs qui font bien. Et en fait, je me suis dit, ça se trouve, moi, mon truc, c'est un bullshit job, et c'était pas tout à fait le cas, il y avait une valeur ajoutée, on va dire, à mon travail, mais ça m'a questionné. C'était vraiment dans cette réflexion de qu'est-ce que tu donnes au travail, qu'est-ce qui prend de l'énergie, en fait, et comment est-ce que tu te débrouilles pour avoir un taf qui te prend de l'énergie, mais qui te rémunère suffisamment pour que ça passe, quoi, tu le vives pas trop mal. Et c'est le sujet d'un roman que j'ai essayé de lire qui s'appelle There's No Such Thing as an Easy Job de Kikuko Tsumara, mais c'était trop proche de ma réalité à l'époque, donc je pense que j'ai pas réussi à le lire, mais où elle se pose cette question justement, en fait elle rentre, c'est une jeune femme qui va dans une agence et qui demande concrètement le boulot qui lui nécessiterait le moins d'efforts. Je sais pas, ça m'a flingué un peu et c'est comme j'avais essayé de regarder The Office ces derniers mois, j'ai pas pu, hein, franchement c'était trop proche de ce que je vivais, j'étais en mode oui, le monde de l'entreprise c'est claqué. Cette question du sens au travail, je l'ai trouvé très bien questionnée dans le livre Le travail intenable de Laurence Perry. Elle explique qu'aujourd'hui on a eu des avancées technologiques absolument ouf, donc en fait la logique ce serait de travailler moins et de vivre le rêve de Benoît Hamon du revenu universel. Ah ouais non, j'ai pas digéré cette défaite, c'est encore trop tôt. Et elle explique qu'il y a plein de choses en fait qui auraient dû être en notre faveur, genre les 35 heures, les RTT, et que en fait ces trucs là, ça nous a poussé à encore plus travailler. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est un peu le débat avec le 4 jours sur 5 par exemple, où l'idée ce serait de peut-être avoir des week-ends de 3 jours et ça ce serait le feu. Et pour autant en fait il y a plein d'entreprises où ce serait un faux 4 jours sur 5 et en fait on voudrait nous faire travailler encore plus pendant 4 jours. Et elle aborde cette intensification des tâches où dans certaines entreprises par exemple on va avoir je sais pas des primes en fonction de nos performances et donc chaque année on va devoir faire un petit peu plus en termes de performance si on veut avoir notre prime, donc on va passer de être à 110%, 120%, 130% et en fait on s'arrête jamais. Je le vis un petit peu aussi sur les réseaux sociaux où il y a tellement de plateformes, tellement de choses à faire, on a l'impression qu'il faut toujours produire plus, produire plus, produire plus. Déjà ça pose une question sur la qualité de ce qu'on produit. Et puis accessoirement la planète est en train de brûler. Ça n'a aucun sens de produire plus. Et pourtant, on est sursollicité, c'est ce qu'elle explique. Le nombre de réunions auxquelles on participe qui aurait pu être un email, ça n'a pas de sens. Et souvent, il n'y a pas de hiérarchisation des tâches, genre tout est urgent. Elle s'interroge aussi sur certains métiers qui sont plus compliqués que d'autres. Elle parle beaucoup du social, aussi de l'hôpital où il y a de moins en moins de moyens et où en fait, on n'a pas le temps de vraiment bien s'occuper des gens. Elle parle aussi des métiers pénibles. Alors oui, certes, aujourd'hui, on ne va plus à la mine, mais par contre, on peut rouler sur un vélo pendant des heures sous la pluie pour aller livrer des pizzas. C'est d'ailleurs le sujet d'un livre que j'ai lu qui s'appelle Client Mystère de Mathieu Lauvergeat. C'est la perspective d'un livreur Uber qui devient client mystère, c'était très chouette. Et cette question du sens dans le travail, elle anime beaucoup les débats entre générations avec ce fameux sujet de la grande flemme, les jeunes ne veulent plus travailler, machin, alors qu'en fait, non, on est à une époque où on se questionne beaucoup sur ok, en fait, le travail, ça sert à quoi? Le travail, j'ai pas forcément envie que ce soit au centre de ma vie, j'ai envie d'avoir une sorte de satisfaction dans mon travail, mais qu'est-ce que ça m'apporte réellement en fait? C'est pas forcément question de pas avoir envie de travailler, c'est plutôt de dire le travail c'est quelque chose qui nous coûte aussi bien physiquement que mentalement. C'est le sujet d'un autre livre que j'ai lu qui s'appelle Travailler peut nuire gravement à votre santé d'Annie Thébault. C'est un livre sociologique avec quand même beaucoup d'exemples, c'est assez dense, elle parle d'accidents du travail, de burn-out, de dépression et elle parle aussi de tous ces petits trucs un peu insidieux où on perd en point de vie petit à petit pendant toute notre vie et en fait on s'en rend compte souvent à la fin de notre carrière. C'est pour ça que notamment aujourd'hui quand on parle des retraites c'est quelque chose dont on parle beaucoup avec notamment un graphique qui avait été fait par Libé il y a quelques années qui montre qu'en fait le travail ça nous use et si on veut pouvoir profiter dignement de notre retraite il faut être en vie en fait. Je pense que ça touche vraiment beaucoup de monde. Moi je sais que mes parents de leurs deux côtés tout au long de leur carrière le travail ça les a abîmés en fait. Et c'est donc des livres qui ont beaucoup nourri ma réflexion et qui m'ont fait dire que malheureusement le monde de l'entreprise, le temps où j'y ai bossé, ça m'a pas fait délirer tant que ça. Pour ça j'ai lu deux livres qui m'ont fait beaucoup de bien. Le premier c'est Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, pas forcément d'une qualité oufissime mais qui m'a quand même fait pas mal réfléchir et où en fait l'auteur s'interroge sur l'échec. Pourquoi est-ce qu'en France on a beaucoup de mal avec l'échec? C'est un mot qui sonne très mal, qui est vu de manière très négative. Bon, je vous apprends pas grand chose mais en gros il explique que quand on a un échec c'est le moment de se remettre en question, de se remettre en cause et
et de se dire ok, comment est-ce que je pourrais faire mieux la prochaine fois. Et il explique qu'il n'y a pas de fatalité à l'échec, en fait c'est pas grave, parfois c'est des actes manqués et qu'au pire on se rétame, c'est pas la fin du monde. Et c'est un peu ce que je me suis dit, où au début je crois avec ma chaîne YouTube j'étais en mode ah mais si j'arrête mon taf il faut vraiment que j'ai un plan sur 10 ans de ce que je vais faire machin machin, alors que là maintenant je suis en mode bah en fait on verra si ça marche, et si ça marche pas c'est pas grave, rien n'est jamais définitif, si j'ai envie de faire autre chose, bah j'irai faire autre chose, là maintenant tout de suite c'est ce que j'ai envie de faire, et bah allons-y, fonçons, c'est tout droit. Il explique aussi que l'échec c'est l'occasion de se réinventer, et ça me parle pas mal dans mon histoire, parce que en gros avant ma chaîne YouTube j'avais bossé pour l'étudiant pendant 1 an et demi, et un peu avant ça j'avais eu ma propre chaîne YouTube qui parlait de livres, mais cette fois en anglais. Et en fait si j'avais pas fait ces petites expérimentations avant, qui sur le papier oui peut-être ont été un échec, bah ça m'aurait pas donné envie de créer ma chaîne YouTube après celle-ci Jeannot se livre. Il explique aussi qu'il y a une vraie nuance entre rater quelque chose et être un raté. C'est une notion qui m'a beaucoup parlé, parce que forcément mon travail il est très lié à ma personne, à ma tête. Sur ma chaîne YouTube c'est ma tête que vous voyez tous les jours, donc si je rate quelque chose, bah parfois je me dis c'est en rapport avec ma personne. Il explique aussi que s'il y a un échec, bah c'est qu'il y avait une prise de risque à l'origine, et que dans notre vie on est obligé de prendre des risques, on peut pas rester toujours dans ce qu'on a l'habitude de faire, mais pour prendre des risques il faut avoir fait une chose suffisamment pour justement aller vers autre chose. Une fois de plus, je m'explique. Moi, pendant longtemps, j'ai eu besoin de cette période de salariat. Peut-être que j'ai pris plus de temps que d'autres à me lancer dans ce délire de l'entrepreneuriat, et peut-être que ça aurait pu marcher avant. C'est pas forcément la question, c'est que j'avais besoin de cette petite période rassurante, de me dire ok, je travaille à côté, j'ai mon petit salaire. Et une fois que j'étais suffisamment rassurée, de me dire ah ok, en fait, ça m'a donné une forme de stabilité à un moment dont j'avais besoin. Maintenant, j'ai plus besoin de ça. Il parle aussi beaucoup de l'importance d'avoir des exemples pour se rendre compte que nos rêves sont possibles. Ça m'a beaucoup parlé, parce que je pensais justement à Audrey de la chaîne Le Souffle des mots, où je pense que de voir que elle s'était lancée, ça m'a permis de voir que c'était possible en fait. Et petit à petit, de voir d'autres booktubeuses qui se sont lancées, ça a été des exemples pour moi. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre que j'ai lu il y a un petit moment et qui, je pense, a planté des petites graines, et c'est Comme par magie d'Elizabeth Gilbert, et il m'a beaucoup aidé sur mon rapport à la créativité. Ça parle beaucoup de ne pas avoir peur de créer des choses en fait, que la créativité c'est un truc assez volatile, que aucune idée n'appartient à qui que ce soit, que c'est des choses qui sont en mouvement, et que en fait si on veut créer on peut pas être perfectionniste, parce que sinon on fait jamais rien, et c'est un peu une manière de s'auto-saboter de faire des choses. Et du coup ça m'aide beaucoup sur le fait d'essayer de pas trop me juger, parce qu'aujourd'hui surtout avec les réseaux sociaux, on voit ce que fait tout le monde, on a l'impression que tout le monde poste toujours des trucs beaucoup trop cool, et moi du coup parfois je suis en mode mais ce que je fais c'est pas fou, et typiquement avec mes documentaires je suis en mode ouais mais j'aurais pu faire tellement mieux, parce que mes références c'est des documentaires qui sont faits par 10 personnes et ça n'a pas de sens. Et du coup c'est un livre qui est hyper déculpabilisant. Je pense que c'est un livre hyper important justement quand on est indépendant, et encore plus quand on est youtubeur, parce qu'on se regarde beaucoup les uns les autres et c'est difficile de trouver de la valeur dans son travail parfois. Et le sujet du burn-out dans ces professions, on en parle de plus en plus, de manière pas toujours très sérieuse, alors qu'en fait le burn-out c'est pas trop drôle de manière générale. Mais en tout cas je pense que ça pose des vraies questions sur ok, comment est-ce qu'on arrive à lâcher prise autour de ça. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, Team Jeannot. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça fait trop plaisir. Comme je vous l'ai dit, je me lance à 100% dans ma création de contenu, et pour ça j'ai besoin de vous. J'ouvre un Patreon sur lequel vous pouvez me soutenir à la hauteur de vos moyens. Vous avez différents paliers avec des dons que vous pouvez faire. J'ai fait des jeux de mots de qualité d'ailleurs, j'espère que ça vous plaira. Alors il n'y a pas de contrepartie, c'est comme un pourboire si vous voulez. L'idée c'est vraiment que je puisse me concentrer sur ma création de contenu et garder tout ça gratuit, parce que c'est ce qui est le plus important pour moi. Ça me permet d'avoir un revenu fixe, d'être moins dépendante des partenariats et un petit peu plus sereine sur mon travail. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous voulez me soutenir, le lien est en barre d'infos. Alors merci beaucoup à vous, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!